Jamais. Non, jamais. Ah non, 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 jamais, jamais. Non, mais je me bagarre beaucoup pour qu'on lui foute la paix. À 41 ans, les mots de Laura Smet résonnent avec une fatigue et une colère froide. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle brise le silence. Pas seulement le silence du deuil, mais le silence imposé par des années de bataille juridique et de souffrances contenues. Ce qu'elle s'apprête à révéler dépasse de loin la simple querelle d'héritage que tout le monde croit connaître. Cette histoire a fissuré, puis brisé, l'une des familles les plus iconiques de France. Décembre 2017. La France est en larmes, Johnny Hallyday est mort, l'émotion est nationale, un deuil collectif sans précédent. Des millions de fans convergent vers Paris pour un adieu spectaculaire. Mais pendant que le pays pleure son idole sur les champs, Élysée, dans l'intimité glaciale de la villa de Marne-la-Coquette, une bombe à retardement vient d'être enclenchée. Laura et son frère David sont terrassés, non seulement par la perte de leur père, mais par l'atmosphère étrange qui règne déjà. Ils ne le savent pas encore, mais leur deuil vient d'être confisqué. Quelques jours à peine après les funérailles grandioses, le testament est révélé. La lecture n'est pas un moment de recueillement, c'est une exécution. Un document froid, rédigé en Californie, appliquant les lois américaines, et là, c'est le coup de massue. Le choc est absolu, impensable. Johnny a légué l'intégralité de son patrimoine à sa veuve, Laetitia Hallyday, et à leurs deux filles adoptives, Jade et Joy. La fortune, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, les droits d'auteur de plus de 50 ans de carrière, les propriétés de Marne-la-Coquette, de Saint-Barthélemy, de Los Angeles, les objets personnels, les souvenirs d'une vie. Pour Laura et David, ses premiers enfants, le sang de son sang, rien. Le mot est si violent qu'il en perd son sens. Rien, pas un euro, pas même un souvenir symbolique, pas une guitare, pas un blouson de cuir, pas un manuscrit. Pour Laura, c'est l'incompréhension totale. Elle, qui a grandi avec ce père à la fois géant et fragile, elle qui a été le témoin de sa gloire, comme de ses moments les plus sombres, de ses démons, comment cet homme, qui lui a écrit la chanson Laura, a-t-il pu l'effacer de sa propre histoire? Aucune lettre d'explication, aucun mot pour adoucir le choc. Juste le vide juridique, sec et brutal. Le sentiment de trahison est abyssal. David, son aîné, est tout aussi anéanti. Ils se retrouvent face à une réalité qui les dépasse. Leur père les a reniés post-mortem. Et derrière cette décision, une seule ombre se dessine, celle qui, selon eux, tire les ficelles depuis des années, Laetitia. Ce n'était que le début d'une guerre qui allait durer 7 longues années. Laura et David ne peuvent pas accepter cette situation. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de dignité, une question de reconnaissance. Être effacé de la sorte est une seconde mort de leur père. Ils décident de contester le testament. Leur argument est simple et il repose sur le droit français. Johnny Hallyday était résident fiscal français, son cœur, sa vie, sa carrière étaient en France. Et selon la loi française, on ne peut pas déshériter ses enfants. La fameuse réserve héréditaire est un principe fondamental. Ils engagent des avocats, des ténors du barreau, et se lancent dans ce qui va devenir l'une des affaires les plus médiatisées de la décennie. Mais Laetitia ne compte pas se laisser faire. Elle contre-attaque avec une puissance de feu impressionnante son argument. Le testament californien est valide car Johnny résidait une grande partie de l'année à Los Angeles et s'y considérait comme résident. Les deux systèmes juridiques français et américains s'affrontent. C'est une guerre totale, une guerre de tranchées juridiques où chaque camp utilise toutes les armes à sa disposition. Les tribunaux français et américains sont saisis. Les médias s'emparent de l'affaire comme d'un feuilleton. La France se divise en deux clans, les pro-Laetitia et les pro-Laura divisés par David. Et puis, un événement vient tout compliquer, ajoutant l'humiliation au chagrin. Une lettre privée, une lettre intime que Laura avait écrite à Laetitia dans les jours sombres suivant la mort de son père, se retrouve intégralement publiée dans la presse. Dans cette lettre, Laura exprime sa douleur brute, sa colère, son incompréhension face au testament. Des mots écrits à chaud, jamais destinés à être lus par le grand public. C'est une mise à nu. Pour Laura, c'est une humiliation supplémentaire, une trahison intime qui la dévaste. Elle se sent exposée, vulnérable, salie. Qui a pu faire fuiter cette lettre? Les soupçons se tournent vers le camp adverse. L'objectif semble clair. La faire passer pour une femme agressive, instable,
consumée par la haine, les magazines People se régalent, chaque semaine apporte son lot de révélations, de photos volées, de déclarations des avocats. La famille Hallyday, autrefois symbole du rock'n'roll et de la réussite, devient un spectacle national. Laura, qui a toujours cultivé la discrétion, se retrouve projetée sous des projecteurs d'une violence inouïe. Sa vie privée est disséquée, analysée. On commente ses silences, ses regards, ses tenues. Et pendant que la bataille juridique s'enlise dans des procédures sans fin, que les charognards médiatiques tournoient, quelque chose d'encore plus grave était en train de se produire, loin des tribunaux. C'est lors d'interviews récentes, bien des années après, que Laura Smet a commencé à lever le voile sur le véritable coût de cette guerre. Et ce qu'elle révèle est glaçant. Cette bataille, pour l'héritage de son père, pour sa simple reconnaissance, lui a coûté bien plus que des frais d'avocat. Elle lui a coûté sa carrière, sa réputation et une partie de sa santé mentale. Laura confie que, après le début du conflit, les propositions de rôle, qui étaient régulières, ont commencé à se raréfier. Le téléphone a cessé de sonner. Elle, l'actrice talentueuse, saluée par la critique, qui avait déjà tourné avec des noms respectés, s'est retrouvée soudainement moins sollicitée. Coïncidence ? Elle ne le pense pas une seconde. Dans le milieu très fermé du cinéma français, être associé à un scandale familial de cette ampleur n'est jamais bon pour l'image. Mais il ne s'agit pas seulement d'image, il s'agit de pouvoir. Le clan Hallyday, dans sa nouvelle configuration, reste puissant. Les producteurs hésitent, ils ont peur des représailles, peur de se fâcher avec le camp adverse, peur de voir le financement d'un film devenir subitement compliqué. Ils préfèrent éviter les complications. Laura est devenue, malgré elle, un risque. Elle n'est plus seulement une actrice, elle est la fille de qui attaque la veuve. Le regard des autres a changé, et pas seulement dans le métier. Dans la rue, lors d'événements publics, Laura sent les jugements. Elle est observée, jaugée. Certains la soutiennent, bien sûr, voyant en elle l'enfant bafoué. Mais beaucoup d'autres, nourris par une certaine presse, la voient comme une fille ingrate, une profiteuse qui s'attaque à la veuve éplorée de son père. Les réseaux sociaux deviennent un déversoir de haine, un champ de bataille où les opinions s'affrontent avec une violence inouïe. Laura se retrouve piégée au centre d'une tempête médiatique qu'elle n'a jamais voulu. La pression devient insoutenable. Elle parle de moments de solitude intense, de nuits blanches à ruminer, de cette sensation d'être constamment épiée, critiquée, jugée. C'est une double peine. Elle doit non seulement faire face au deuil de son père, mais aussi à cette guerre fratricide qui se déroule sous les yeux de la France entière. Chaque déclaration est surinterprétée, chaque apparition publique est scrutée à la loupe. C'est une épreuve psychologique d'une brutalité que peu de gens peuvent réellement comprendre. Et alors que Laura pensait avoir touché le fond, un accord se profilait enfin. Un accord qui allait tout changer, mais qui allait aussi lui imposer un nouveau fardeau. Juillet 2020. Après 2 ans et demi de bataille acharnée, de procédures éprouvantes et d'expositions médiatiques toxiques, les avocats annoncent enfin qu'un accord a été trouvé. La guerre est terminée, du moins la guerre publique. Les détails de cet accord sont restés longtemps confidentiels, mais aujourd'hui le voile est levé et les chiffres font froid dans le dos, non pas par leur immensité, mais par leur petitesse relative. Laura Smet reçoit 5 millions d'euros. Son frère, David Hallyday, obtient 1 million, mais dans un geste de solidarité fraternelle qui en dit long sur la nature de leur combat, David reverse immédiatement l'intégralité de sa part à sa sœur. Au total, Laura se retrouve donc avec 5 millions d'euros. Pour le commun des mortels, c'est une somme colossale. Mais rapportée à une fortune estimée entre 30 et 50 millions d'euros, c'est une goutte d'eau. C'est pas un héritage, c'est une indemnité pour solde de tout compte. Mais l'argent, et David l'a bien prouvé, n'a jamais été le cœur du problème. L'essentiel est ailleurs. Laura récupère enfin des objets personnels qui appartenaient à son père. Des souvenirs, des photos, des effets qui ont une valeur sentimentale inestimable, ces choses qui n'auraient jamais dû faire l'objet d'une négociation. Et surtout, elle obtient les droits exclusifs sur la chanson Laura, ce titre magnifique que Johnny avait composé pour elle. C'est ce qui compte le plus. C'est la seule véritable victoire, avoir une partie de son père pour elle seule, un lien unique sanctuarisé. David, en renonçant à tout, prouve au monde que son combat était pour l'honneur, pour le principe et pour protéger sa sœur,
qui a été la plus affectée, la plus exposée. Mais il y a un détail crucial dans cet accord, une clause, la clause de confidentialité. C'est le prix à payer. En échange de cet argent et de ses souvenirs, Laura et David s'engagent à ne plus jamais parler publiquement de l'affaire. Ils s'engagent à ne plus faire de déclarations sur Laetitia ou sur les détails du testament. C'est une muselière dorée. En échange, la guerre s'arrête. Laetitia achète leur silence. Tout le monde pense que c'est la fin de l'histoire, que la page est tournée, mais est-ce qu'un accord financier peut vraiment réparer une trahison familiale? Est-ce que signer un papier efface l'humiliation? La réponse est non. L'accord n'a pas tout réglé. Il a simplement déplacé le conflit dans l'ombre. L'accord n'a pas tout réglé. Il a mis fin à la bataille juridique, mais il a initié une guerre froide. Entre 2020 et 2024, les tensions n'ont jamais vraiment disparu. Elles se sont juste déplacées, devenant plus sournoises, plus silencieuses, mais toujours présentes. Laura commence à soupçonner que Laetitia ne respecte pas complètement la clause de confidentialité. Des détails de l'accord, censés rester secrets, fuitent ici et là, des déclarations ambiguës apparaissent dans la presse, toujours à l'avantage de la veuve. Laura envisage même sérieusement de porter plainte pour rupture de confidentialité. Ses avocats sont consultés, les dossiers sont préparés, la menace est réelle. Mais finalement, elle choisit de ne pas aller jusqu'au bout. Peut être par lassitude, par désir de ne pas replonger dans l'arène judiciaire. Ou peut être, préparait-elle, déjà une réponse d'une toute autre ampleur. Les événements familiaux deviennent des moments de tension extrême, observés par toute la presse. Lors des commémorations de la mort de Johnny, lors des anniversaires, la fracture est béante. Les absences sont remarquées, les clans sont formés, Laura et David d'un côté, Laetitia et ses filles de l'autre, la famille Hallyday est irréconciliable et tout le monde le voit. Jade et Joy, les demi-sœurs de Laura, prennent publiquement position. Élevées aux États-Unis, elles soutiennent leur mère et ne cachent pas leur méfiance, voire leur hostilité, envers Laura et David. Leurs mots sont durs. Elles reprochent à leurs aînés d'avoir sali la mémoire de leur père en s'attaquant à leur mère. Pour Laura, c'est une douleur supplémentaire, peut être la plus vive. Elle aurait voulu un lien, mais le conflit a créé un fossé infranchissable. Elle voit ses sœurs grandir en entendant une seule version de l'histoire, celle de leur mère, et devenir les porte-paroles d'une guerre dont elles ignorent les véritables enjeux. Et alors que la France observe cette famille brisée, une information tombe en septembre 2025. Une bombe, Laura Smet prépare un film. Pas un documentaire, mais une œuvre de fiction, pour raconter sa relation avec Laetitia Hallyday. Son histoire, sa version des faits. C'est l'arme ultime. Puisqu'on lui a acheté son silence, elle va montrer, les médias sont flamands. Certains applaudissent son courage, d'autres l'accusent de vouloir raviver les tensions. Laetitia doit être furieuse. Ce film, s'il voit le jour, risque de tout remettre en question. Que va révéler Laura? Va-t-elle contourner la clause de confidentialité? Ou va-t-elle l'exploser en vol? Le timing est chirurgical. Le film est prévu pour sortir peu avant le 5 décembre, date anniversaire de la mort de Johnny. C'est à ce moment-là que l'attention médiatique est à son maximum. Laetitia, qui pensait avoir gagné la paix, se retrouve à nouveau sous les projecteurs. Mais cette fois, c'est Laura qui tient la caméra. Mais quelque chose a radicalement changé chez Laura Smet. Cette décision de faire un film n'est pas un acte de vengeance immature. C'est l'acte d'une femme qui a traversé le feu et qui n'a plus peur de se brûler. Ces dernières années, Laura a vécu une transformation profonde, loin du tumulte médiatique, loin de l'argent et de la célébrité. C'est une renaissance personnelle. Elle l'affirme haut et fort, elle a retrouvé la paix intérieure. Le pilier de cette paix, sa sobriété. Laura est sobre depuis 12 ans maintenant, 12 années sans alcool, sans substance, sans béquilles chimiques pour affronter la douleur. Pour quelqu'un qui a grandi dans l'ombre d'un père dont les excès étaient légendaires, et dans un milieu du showbiz où les tentations sont à chaque coin de rue, c'est un exploit monumental. Laura parle de cette sobriété comme de la décision qui a catégoriquement changé sa vie. Le mot est puissant. Il montre à quel point cette transformation est fondamentale. C'est pas un simple régime, c'est une refondation de son être. Avec cette sobriété est venue une nouvelle philosophie de vie.
Laura s'est tournée vers la spiritualité, vers des pratiques qui l'aident à rester centrée, calme, en paix avec elle-même, même lorsque l'orage gronde au dehors. Elle parle de méditation, de connexion avec la nature, de la nécessité de s'extraire du bruit du monde pour écouter sa propre voix, c'est pas une pause pour les magazines. C'est une discipline quotidienne qui lui donne la force d'affronter les épreuves, y compris celle de voir ses demi-sœurs se retourner contre elle. Cette nouvelle Laura est aussi infiniment plus mature dans sa gestion des conflits. Elle ne répond plus aux provocations. Elle ne se laisse plus entraîner dans des guerres médiatiques stériles. Quand Laetitia ou d'autres font des déclarations qui pourraient la blesser, elle choisit le silence. Non pas un silence de faiblesse ou de soumission, comme celui imposé par l'accord, mais un silence de sagesse. Elle a compris que certaines batailles ne méritent pas d'être menées, que l'énergie dépensée dans la colère et la rancune est de l'énergie perdue. À 41 ans, Laura Smet a trouvé un équilibre que beaucoup cherchent toute leur vie. La jeune femme fragile, brisée par la mort de son père et la trahison de l'héritage, a laissé place à une femme forte, résiliente, une femme capable de regarder son passé en face sans être détruite par lui. C'est précisément cette force nouvelle qui lui permet d'envisager le projet de film. Elle n'a plus peur du jugement, elle n'a plus besoin de l'approbation de qui que ce soit, elle veut simplement raconter sa vérité, et tant pis si ça dérange,